développement pour la gestion durable des ressources naturelles que nous avons, avec comme objectif transformer ces potentialités congolaises en richesses qui vont bénéficier à la population dans le cadre d'atteindre les objectifs de développement durable pour lesquels nous avons aussi la responsabilité. Les 10 premières mesures, parce qu'il y en aura d'autres, nous avons commencé par l'institution de la taxe carbone. Je crois que c'est la question de M. Olinda. La taxe carbone, il y a une loi pour l'infraction de la pollution, les taxes de la pollution. La pollution, c'est globalisant, mais la taxe carbone, proprement dit, il n'y a pas de cadre juridique à cela. Deuxièmement, c'est la création de l'autorité de régulation du marché carbone. Depuis 2011, effectivement, il y a des organisations, des entreprises qui s'évertuent à devoir entrer dans le processus de capter les crédits carbone congolais. Entre-temps, le carbone congolais n'est pas certifié, n'est-ce pas? À partir de 2017, les informations à notre possession, après une investigation, on a déjà commencé à capter ces crédits carbone, mais ces marchés est un peu, il y a l'opacité autour de ces marchés. Nous avons donc décidé à instaurer désormais une autorité de régulation du marché des crédits carbone avec pour objectif de faire bénéficier le peuple congolais. S'il y a des questions à ce sujet, nous allons entrer en profondeur. Nous avons pris aussi la mesure de lancer des études pour l'élaboration dans l'ensemble de la politique du climat. Nous parlons climat, réchauffement climatique, nous parlons de tous les dérèglements du climat, mais il n'y a pas une politique claire de la RDC connue par le monde pour dire voilà, voici ce que veut la RDC en cette matière. Donc nous devons avoir le profil, notre miroir sur la question. Quand on parle de la RDC, on sait déjà quelle est la position de la RDC sur la question du climat. Quatrième mesure, nous avons décidé, proposé et accepté par le gouvernement aujourd'hui de la tenue des états généraux des forêts. Pourquoi? Pour qu'en fait, ces états généraux en découlent la politique des forêts. Nous avons les codes forestiers, nous avons les codes miniers, nous avons la loi portant principes fondamentaux de protection de l'environnement, nous avons toutes les lois, l'arsenal juridique en matière d'environnement et des ressources naturelles, mais il n'y a pas une politique sur la forêt. On n'a pas fait l'état des lieux de nos forêts. C'est vrai, nous connaissons, tout le monde sait, M. Olonga venait de dire ici, c'est vrai, la RDC, nous sommes l'un des poumons du monde en matière de forêt. Le potentiel, le massif forestier, notre massif forestier est important. Il y a le bassin de l'Amazonie, le bassin de l'Indonésie, c'est vrai, mais le bassin du Congo compte. Dans l'ensemble, nous regardons les 68% des forêts du bassin du Congo, et même si nous parlons des eaux, nous avons 10% de la réserve mondiale des eaux et 52% de la réserve au niveau d'Afrique. On ne peut pas parler des eaux sans forêt, on ne peut pas parler des forêts sans eau. Ça, c'est vraiment le concept. Alors, sixième mesure, nous avons décidé de la révisitation de toutes les concessions forestières octroyées par la République démocratique du Congo. Pourquoi révisiter? Ce n'est pas un rétropédalage pour dire non, les Congolais, ils signent un accord aujourd'hui et puis demain, ils ne veulent plus. Non, nous devons révisiter. Pourquoi? Commençons par les concessions de conservation. Il y a d'autres partenaires qui ont pris des concessions de conservation à qui on leur a donné pour conserver la biodiversité. Mais après, ils ont commencé à procéder à des activités en dehors du contrat, notamment l'exploitation minière. Je peux donner l'exemple de la réserve des fonds locatifs, n'est-ce pas? Et on a même écarté les riverains tout autour pour élargir les espaces de réserve protégés. Malheureusement, il y a certains investisseurs qui sont là sans documents, qui sont en train d'exploiter les mines. Et d'autres encore, dans ces concessions de conservation, en ont eu les documents pour commencer à capter les crédits carbone, alors que ça ne se trouvait pas dans les contrats. Donc il y a des éléments nouveaux qui nécessitent à ce que le gouvernement congolais puisse révisiter ces contrats de conservation. Que ce soit les contrats d'exploitation. Ils ont acquis, il y a des entreprises qui ont acquis des contrats d'exploitation en bonne et due forme,
Mais il y a des éléments de fraude que nous avons décelés. Il y en a qui ont signé par exemple un contrat je donne un exemple, de 50 000 hectares, mais après ils sont en train d'exploiter dans plus de 100 000 hectares. Donc dans l'ensemble, nous avons remarqué que dans ces domaines-là, 90% des exploitants forestiers, je ne dis pas tous, j'ai quand même laissé, il y a un bémol, 90% travaillent soit dans l'illégalité totale ou la légalité partielle ou carrément dans l'informel. Et là, c'est les Congos qui payent. C'est la République démocratique du Congo, le Trésor congolais qui en pâtit, à telle enseigne que de juin 2017 à juin 2020, sur autant de pourcentages d'exploitation des forêts normales, d'exportation des grumes brutes, le Congo n'en a perçu dans son trésor public que 16%, 84% de l'activité. Voilà pourquoi nous avons pris aussi la mesure de suspendre la suspension de toute exportation de grumes brutes. Évidemment, il y aura des mesures d'accompagnement. Dans les mêmes ordres d'idées, nous avons procédé à la levée du moratoire en cours d'octroi des titres d'exploitation. Pourquoi lever du moratoire? Parce que d'abord, ce moratoire a été pris il y a 19 ans. Ça, c'est du provisoire. On ne peut pas demeurer dans du provisoirement définitif. Il faut lever ce moratoire pour prendre des mesures contraignantes définitives qui permettent à la restauration des écosystèmes, à la gestion rationnelle de nos ressources forestières. Et puis, enfin, nous avons pris la mesure de procéder, nous sommes déjà dans les enquêtes, de pouvoir procéder à la conciliation des données statistiques sur tous les services qui interviennent dans le secteur de l'environnement. Il y a la DGDA, le GFM, l'OCC, DGRA, DGI, etc. Surtout en matière d'exportation. Pourquoi je vous ai parlé des données statistiques sur les rentrées dans le trésor public. Les données ne sont pas, ne corroborent pas. Donc il y a quelqu'un qui exporte par exemple 150 000 mètres cubes, mais qui présente 15 000 mètres cubes, ou qui présente 10 000 mètres cubes. Alors, quand vous allez interroger l'OGFM, vous avez d'autres chiffres, vous allez à la DGDA, DGRA, vous avez d'autres chiffres. Et là, c'est la République démocratique du Congo qui en parle. Je sais que ce sont des mesures impopulaires, mais ce sont des mesures importantes de sorte que l'intérêt du Congo bénéficie. Et je sais que je vais avoir l'accompagnement de la presse que vous êtes pour convaincre les pays. Merci. Merci. On va prendre cette série de questions. On a à peu près 20 minutes. On va essayer d'être bref, précis et direct. On commence par Madame Rémy Matabou, et puis ce sera Pascal. Bonjour, Excellence, Monsieur le Ministre. Vous avez tout à l'heure parlé de différentes mesures. Vous avez notamment parlé de la levée du moratoire de 2002 sur l'octroi des titres forestiers. Mais pourquoi les organisations internationales, en fait les organisations de la société civile sur l'environnement, expriment des craintes et parlent d'une catastrophe imminente de votre rapport? Et puis une autre question. Il y a la COP26 qui aura lieu dans quelques mois. Quel sera le cahier de charge de la RDC, le cahier que vous allez présenter là-bas? Est-ce que vous allez procéder par une négociation agressive pour que finalement la RDC puisse bénéficier quand même de ces crédits carbone, ou bien nous allons nous attendre toujours à des mêmes négociations comme ce fut le cas précédemment? Et nous avons suivi aussi un documentaire qui parle des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus parler des ressources forestières de la RDC. Combien d'entreprises exploitent les forêts en République démocratique du Congo aujourd'hui?
combien respecte le cahier des charges quant à la responsabilité sociétale par rapport aux peuples autochtones et aux autres bénéficiaires de fonds. Merci. Ok, merci beaucoup. Madame, lorsque les organisations internationales ou non étatiques parlent des catastrophes pour la levée du moratoire, je vous ai dit, d'abord la logique, le moratoire, c'est une mesure conservatoire. On ne peut pas rester dans les conservatoires pendant 19 ans, 20 ans. Ça, c'est pas, excusez-moi l'expression, c'est pas responsable. Et puis, cette mesure conservatoire se trouve être dépassée. Dépassée en ce sens, conservatoire, c'était quoi? C'est dire, on n'octroie pas les concessions, n'est-ce pas, d'exploitation. Mais malgré qu'on a dit, on n'octroie pas des concessions d'exploitation jusqu'à nouvel ordre. Vous voyez des grumes qui passent des mètres cubes et des mètres cubes. Et d'autres activités qui sont en train de se faire dans ces concessions. Nous pensons qu'il faut plutôt lever les mesures, la mesure conservatoire, prendre des mesures définitives contraignantes. Lesquelles mesures? Premièrement, c'est la révision de tous les contrats. Je vous ai parlé des contrats de concession et des contrats de conservation. Contrat de conservation, l'exemple c'est quoi? Quelqu'un qui vient dire, j'aime la biodiversité, je vais protéger les parcs et salons. Voici les moyens, c'est une institution ou un individu, voici les moyens pour protéger les parcs Salonga, garder la biodiversité, il y a telle autre diversité, faune, flore là-bas. Mais après, vous voyez que la même personne procède à l'exploitation des bois et l'exportation, autre chose que la conservation. Et parfois dans les dimensions au-delà, nous voulons lever cette mesure de sorte que nous prenons des mesures contraignantes nécessaires qui nous permettent à la République démocratique du Congo de récupérer ces forêts et de les protéger. Parce que notre engagement, c'est quoi? Le réchauffement climatique aujourd'hui, le monde a besoin de l'oxygène. Je vais en parler lorsque je vais aborder la question de la COP26. Nous devons donc aller être logiques avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire une chose et son contraire. Alors, combien d'entreprises qui exploitent la forêt aujourd'hui, je vous ai dit, ils travaillent soit dans l'illégalité totale, semi-légalité ou dans l'informel. Et du coup, les statistiques, on a du mal à les avoir. Voilà pourquoi nous avons pris ces mesures de révision des contrats, des concessions octroyées à tout le monde, et nous allons aller avec les cadastres forestiers, n'est-ce pas, pour aller mesurer mètre carré par mètre carré, kilomètre carré par kilomètre carré, pour savoir qui est ici, qui fait quoi. Vous êtes en ordre, nous sommes en ordre avec vous. Vous n'êtes pas en ordre, nous allons vous demander de faire vos valises, revenir quand vous voudrez et suivre la législation congolaise à la matière. Pour la COP26, qui est la conférence des partis membres des Nations Unies pour le climat, qu'est-ce que le Congo va apporter? Nous avons dit, merci Monsieur le ministre de la Communication, vous l'avez déjà énoncé, le Congo va aller se présenter comme pays solution. Et cette solution, nous l'avons déclinée en trois positions. Premièrement, lorsqu'on parle des réchauffements climatiques, le monde a aujourd'hui besoin de l'oxygène. On a besoin des forêts de la République démocratique du Congo parce que nos forêts, non seulement nous avons ces pourcentages que je vous ai dit, mais nos forêts ont la capacité de séquestration des pollutions même des années antérieures, aujourd'hui et dans le futur. Parce que nous avons un massif forestier qui est resté jusque-là intact, malheureusement ou heureusement pour nous, n'a pas été exploité à outrance de manière industrielle. Nous avons encore des forêts vierges intactes qui nous dégagent l'oxygène nécessaire avec le relief du Congo. Et nous avons les arbres qui ont, depuis la création, ça existe et personne n'y a touché. Cela, on ne trouve pas dans d'autres bassins que je ne vais pas me mettre à citer, vous les connaissez. Pour ce faire, le monde a besoin de nous. C'est vrai, nous aussi, nous avons besoin de nous. Alors, nous allons présenter notre massif forestier comme étant une solution. Deuxièmement, nous allons présenter notre réseau hydraulique comme étant une solution. Pourquoi la solution? Parce qu'avec le débit qui est connu du fleuve Congo, renforcé par tous ses affluents, nous avons la capacité de produire l'énergie propre.
par Inga, à travers Inga, l'énergie hydroélectrique. À ce stade, le tout mélangé, énergie Inga ou énergie alternative, verte, etc., c'est 14% des Congolais qui ont accès à l'électricité. Mais si nous pouvons renforcer la capacité de Inga avec les programmes d'adaptation, les programmes d'atténuation, eh bien, les Congo peut arriver à desservir 70% ou 80% des Congolais, rien que par Inga, et aussi les autres pays voisins. Du coup, lorsque nous allons accéder à cette énergie, nous allons mettre moins de pression sur les forêts, surtout en ce qui concerne les bois de chaux. Pas seulement pour les ménages, mais aussi nos petites et moyennes entreprises, les briques-cuites, les boulangeries, les savonneries, les huileries, les petites unités de production où partout où nous travaillons, il n'y a pas d'énergie, nous utilisons le bois de chauffe comme énergie. Et troisième palier, c'est nos minerais stratégiques. Lorsque nous étions à Londres pour les travaux préparatoires de la COP26, nous avions eu l'information des entreprises, des grandes entreprises d'automobiles qui ont décidé que, je les cite, chez Jaguar, qui dit à partir de 2022, ils ne vont plus produire un seul véhicule qu'on utilise, le carburant pollueur, l'essence, le mazout, ils vont produire rien que des véhicules électriques. Donc l'économie écologique dont on parle. Mais les voitures électriques, la matière première c'est le cobalt, les batteries c'est avec le lithium. Le Congo est une solution avec son cobalt, avec son lithium. Alors nous allons nous présenter comme un pays solution, et laquelle solution devra nous amener à quitter l'aide au développement, le programme de l'aide au développement, vers un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne l'inventons pas, c'est les objectifs de développement durable, l'objectif 17, où chaque pays, pour atteindre le développement, devra avoir un partenariat gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas avoir un partenariat avec quelqu'un qui vous exploite. Vous n'allez pas atteindre le développement. Et ça ne vient pas du Congo, ça vient aussi de l'accord de Paris, après la COP qu'il y a eu à Paris, où on a ouvert, c'est différent de la convention, l'accord de Kyoto. Maintenant, il est permis à chaque État d'avoir un accord bilatéral là où il y a les intérêts de son pays pour amener son peuple vers le développement. Voilà ce que nous allons présenter, la RDC Pays Solution. Elle y répondra. On va prendre la question de Pascal. Essayez d'être concis pour permettre concernant cette levée du moratoire, là, la fin de cette solution, vous expliquez que le système qui pourrait en fait donner ses poids à une solution. Devons-nous considérer cette levée du moratoire comme un mécanisme de chantage à la communauté internationale pour les intérêts que peut-être vous n'avez pas obtenus, vous, en tant que République démocratique du Congo? Qu'attendez-vous? Qu'est-ce que la RDC attend de la communauté internationale pour ne pas lever ces moratoires? Ces ONG internationales et nationales ont été prises ce matin au bailleur des fonds internationaux de la RDC pour alerter sur la menace qui pèse. Votre ministère a fait beaucoup de décisions qui font polémique, c'est aussi s'est arrêté sur l'abattage des espèces. Certains est quand même protégé comme les gorilles de montagne dans l'est du pays. L'ICCN estime que c'est un recul et en quelque sorte vous avez autorisé le braconnage. Pourriez-vous nous expliquer les motivations de cet arrêté, à part justement l'ambition de renflouer les caisses de l'État? Merci beaucoup. Je vais commencer d'abord par la question de la convention sociétale, parce que ça rentre aussi dans cela, pour dire que nous ne sommes plus, dans la convention sociétale, on n'est plus dans l'aide sociale, où lorsqu'il y a une entreprise qui arrive pour exploiter dans un coin et que par rapport aux riverains ou les ayants droit, on procède à l'aide humanitaire sociale. Non, c'est une obligation d'investissement.
c'est une obligation. Vous exploitez ici, vous y apportez le développement. Voilà pourquoi je reprends encore pour dire nous sommes dans la révisitation de tous les contrats.